rencontrer. Et d'abord, à tout seigneur, tout honneur, les sommets des BRICS, comme tous les autres sommets, ça ne fonctionne pas sans des gens qui participent à l'organisation. C'est très très millimétré, évidemment avec 24 chefs d'État, 30 délégations. Si ce n'est pas organisé vraiment très bien, ça finit en catastrophe. Et j'ai la chance d'avoir ici Olivier Mbouéboué, qui est… tu es local, d'Étape, tu es de Kazan. Je suis de Kazan. Tu es de Kazan. Je viens de la République démocratique du Congo et ici à Kazan, je suis le représentant de la diaspora africaine dans la République de Tatarstan. Ça, c'est très intéressant. Oui, tu pourras nous en parler. Alors d'abord, ce sommet, ton rôle, c'est de recevoir d'organiser les délégations diplomatiques. Nous avons commencé depuis les 16 à recevoir les délégations diplomatiques qui ont commencé à discuter sur le point. Il y a eu 1300 points, ils ont eu à discuter. 1300 points 1300 points. Ça, c'est une vraie information. Oui. Et donc, ça discute depuis longtemps. Ça discute depuis le 16 août. Le 16 octobre, ils discutaient jusqu'à aujourd'hui, ils ont finalisé leur discussion. Après cette finalisation, ils ramènent au niveau du chef d'État qui seront encore débattus entre les homologues et les invités de la Russie. Oui, ce qui est intéressant avec Olivier Mbouéboué, c'est qu'on rentre un peu dans les coulisses d'un sommet de cette envergure, parce que c'est un sommet colossal qui aura des grandes répercussions sur la géopolitique mondiale. Alors bien sûr, il y a un show-off, il y a un spectacle. Les avions arrivent, les délégations sortent, les militaires, on fait le pain et le sel. Plutôt, est-ce que c'est le pain et le sel? Parce que tous les invités, peut-être tout le monde ne comprend pas dans le monde, mais à chaque fois, il y a des dames en tenue du Tatarstan qui arrivent avec du pain et du sel. Pourquoi? Bon, c'est tchèque, ça s'appelle traditionnel tchak-tchak en russe, et c'est en français tchèque. Ce sont des repas traditionnels qui représentent la République Tatarstan. À chaque fois que les invités sont venus en Tatarstan, c'est le coutume de les accueillir avec ce repas traditionnel pour leur dire que vous êtes le bienvenu dans notre République, dans notre capitale Tatarstan, qui est Kazan. Donc on assiste à cela, et puis après, on a les chefs d'État qui, en grande pompe, rentrent dans des pièces, c'est filmé, ils ont l'air de discuter, puis après ça s'éteint. Et donc on suppose qu'ils vont discuter, mais en fait il y a déjà 1300 points qui ont été discutés depuis très longtemps, et puis spécifiquement depuis le 16 octobre par les délégations. Qui sont les premiers… Donc tout est déjà décidé en fait. Non, ce n'est pas décidé, ce sont des points d'accord où tout le monde s'est dit, pour ça nous sommes d'accord. Pour ça nous sommes d'accord. Donc ce sont les chefs de l'État qui vont finaliser avec les déclarations finales. Et après des signatures, ceux qui sont d'accord, ils disent que pour ça, nous sommes d'accord. S'il y a d'autres qui seront encore discutés après entre les chefs d'État, parce qu'il y a des conflits d'intérêts qui se passent, surtout dans certains points, ça, c'est réservé pour les chefs d'État qui vont discuter avec leurs homologues. Bien sûr. Là, ce sont des secrets dont je ne maîtrise pas. En tout cas, c'est intéressant de voir ça sous cet angle. Et je voulais aussi profiter pour nos amis en France, en particulier tous ceux qui nous ont aidés à pouvoir faire ce déplacement et couvrir le sommet des BRICS. Je souhaiterais vraiment remercier Olivier pour l'aide, en plus de ton travail que tu nous as apporté à nous, Fréquence Populaire, pour nous aider parce que c'est compliqué quand même. Et heureusement qu'il y a des guides qui nous prennent un peu la main pour nous dire bon, là il faut aller là pour signer tel papier, là pour obtenir tel badge, parce que sinon c'est le cauchemar. C'est ça notre mission, de vous rendre la tâche un peu plus facile lorsque vous êtes venu. Vous venez dans un pays où ni francophone ni anglophone. Donc nous qui sommes de porteurs de la langue d'où vous venez, nous nous mettons maintenant en action pour vous aider à finaliser certaines accréditations, prendre ceci, s'installer ici. Voici comment ça se fait ici, la culture, la traduction, comment les gens sont… Comment ils marchent, comment ils fonctionnent dans le territoire dont vous vous retrouvez. En tout cas, vous avez fait un formidable travail. Merci. En plus, très sympathique, parce que tous les locaux, les gens qui habitent ici au Tatarstan, sont très très gentils. Les gens sourient beaucoup, c'est très agréable. Je pense que
C'est vraiment la culture locale, non? C'est le président Poutine qui a voulu vendre la Russie encore une fois. Encore une fois. Il vous a forcé à sourire? Non, 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 non. Donc, il a voulu faire montrer Sochi. Maintenant, nous sommes à Kazan, Tatarstan. Beaucoup de gens connaissent Moscou, connaissent Saint-Pétersbourg. Ce sont des grandes villes historiques, l'histoire est connue. Maintenant, la Russie, ce n'est pas ces des villes. Donc, pour lui, c'est vendre la Russie. Ça, c'est une façon de lui devoir proposer au monde entier. Vous pouvez venir en Russie, il y a des villes où vous pouvez aussi vous installer. Et je crois qu'ils peuvent venir ici parce que pour le coup, moi j'ai découvert, je ne connaissais pas. Quand tu vis ici, c'est une très belle ville. Une très belle Et ville. la Volga, qui est gigantesque. Volga, La ville est encore en ébullition. Oui. Donc l'immobilier fonctionne tellement. Il y a une vitesse croissance dans la construction. Donc c'est une ville nouvelle. Puis les transports, transports, l'aéroport est fantastique. Tout. L'autoroute nouveau. Oui. Et le train marche très bien. Très bien. Je reviendrai à Moscou en train pour voir tous les moyens de transport. Comme ça, j'aurais testé tout. Je pourrais faire. Vous avez encore votre temps, fréquenter, sillonner. Vous allez voir la culture. C'est une ville très magnifique où le culture se mélange. Il y a un mélange vraiment de culture. Il y a à peu près 98 nationalités, donc de différentes nationalités qui vivent ensemble, où vous allez voir le bâtiment des églises catholiques, bâtiments des mosquées, cohabiter ensemble, oui. Où les gens fréquentent ensemble. Les musulmans fréquentent les églises orthodoxes et les églises orthodoxes fréquentent le mosquée musulman. Un vrai syncrétisme. Vraiment. C'est ce qui me plaît dans cette ville. D'accord. Alors, tu disais que tu es d'origine de République démocratique du Congo. Tshisekedi, qui est président de la RDC, viendra ici ou c'est prévu un jour qu'il s'intéresse aux BRICS ou pour le moment c'est pas encore? Pour le moment pas encore parce que la République démocratique doit fournir des efforts pour intégrer cette assemblée de BRICS. Mais il y a une volonté. J'espère qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de son côté aussi. Donc ils doivent travailler d'abord au Congo. Les politiques doivent travailler et donner la chance aussi au Congo, pourquoi pas. Et tu me disais aussi que tu es responsable de la communauté africaine ici, dans l'État ici. Tout le Tatarstan. En fait, c'est grand le Tatarstan. Si on regarde sur une carte, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, mais la Russie est divisée en 15 républiques, je crois. C'est une fédération. Oui. Voilà. Et donc, il y a quand même un pouvoir spécifique. Oui. Et c'est un État dans un État. C'est un État dans un Comme État. Monaco en France. Donc Tatarstan aussi, c'est un État, il y a un président. Ils ont leur constitution, ils ont leur assemblée. On ne le sait pas assez. Oui. Voilà. Et donc, comment vit la communauté africaine au Tatarstan? Il y a beaucoup de monde d'ailleurs, c'est comme ça. La majorité sont des étudiants. Oui. Des étudiants. Mais il y a quelques-unes qui sont aussi déjà installées, mariées. Ceux qui sont restés, la majorité sont des gens qui sont mariés avec des Russes, des Tatars. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme toi? Un peu comme moi. Tu étais un peu étudiant, puis tu as rencontré une Russe. Ouais. L'encre, elle est tombée là et c'est fini? C'est fini. Bon. Merci beaucoup Olivier, c'était très intéressant. Ça a été un plaisir. N'hésitez pas à revenir parce qu'on va faire des directs comme ça pour parler du sommet et aussi des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement parce qu'on parle évidemment beaucoup de géopolitique. Oui. Mais c'est intéressant d'avoir le regard des locaux. Ok, merci et qui ont fait tout ça. Merci, bonne chance à vous. Merci Olivier Merci encore beaucoup. et puis à très vite. À très vite. Bon, vous voyez, on a là un fonctionnement tout à fait formidable du salon, du salon du sommet. Chacun pense ce qu'il veut des BRICS, mais au moins grâce à ceux qui énormément de gens qui s'occupent des diplomates comme Olivier, mais aussi toutes les petites mains, plein de jeunes. C'est assez formidable. Et maintenant, on reçoit une autre figure du salon. Ah, ça y est, comme c'est en direct, on a les événements qui se passent en même temps, les arrivées des chefs d'État et les discussions. Mais un des points importants, ce sont les journalistes. Comme nous, ceux qui viennent couvrir le sommet et essayer de rendre compte de ce qui se passe. Et donc, vous venez du Cameroun. Enchanté. Vous présentez quel média? Je représente le magazine Forum Libre International. Eh bien oui, il faut le montrer, voilà. Forum Magazine Libre International. Donc axé sur la politique africaine. Exactement.
Et vous-même, vous êtes du Cameroun. D'ailleurs, Je suis du Cameroun. Je crois que du Cameroun. il y a Paul Biya qui est le président qui est à la première page. qui est à la première page. Qui est à la première page. Donc, je viens du Cameroun. Je suis le directeur de publication de ce magazine. Je suis Prince Aristide Ngeka. Alors, en tant que journaliste, alors je sais que vous êtes là comme nous pour rendre compte, mais vous, en tant que citoyen du monde, quelles sont vos impressions de ce sommet? Écoutez, pour le moment, l'accueil, sur le plan de l'accueil, nous sommes, pour moi qui suis un peu les événements de la Russie, j'étais au récent sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, oui. Donc je ne suis pas surpris de la bonne organisation de ce type de sommet. Présent aujourd'hui au Kazan, hier c'était à Saint-Pétersbourg, l'accueil, l'organisation, les déplacements, le transport pour arriver ici. Donc je pense qu'en termes d'organisation, j'ai une très belle impression. Je pense que d'autres pays doivent pouvoir copier cet exemple d'accueil et surtout de l'organisation pratique dans toute la ville de Kazan. Vous avez des moyens de transport qui sont mis à la disposition de tous les participants, oui. De tous les participants du sommet. Vous avez dans tous les hôtels, c'est-à-dire où des gens sont logés, dans tous les carrefours. Et il y a, comment je vais dire ça, une particularité même sur la sécurité. On peut circuler même de nuit. Vous voyez un tout petit peu la police un tout petit peu un peu partout. Ce matin, nous sommes arrivés sur le site de l'événement, c'est à la fois Expo Kazan, par train. Donc, c'est ce qu'on fait nous aussi tous les matins. C'est très agréable, très facile, très efficace. Très efficace, c'est-à-dire que pour tout reporter, en plus. Pour tout reporter ou bien pour tout journaliste, ça devrait être l'une des premières conditions pour qu'on puisse se déployer, aisément pour rendre compte de ce sommet, de tout ce qui va se passer en principe ici. Nous sommes dans une belle salle de centre de presse, dans un très beau centre de presse, avec des commodités. D'ailleurs, nous sommes dans un salon. Oui. Nous nous situons, effectivement, nous faisons ce direct gigantesque dans le centre de presse. Donc, c'est agréable d'être ici. Voilà quoi. Alors, vous vous intéressez plutôt à l'aspect pays africain, parce que vous avez couvert, comme vous avez dit, le sommet Russie. Un peu préparatoire. Oui. Aussi, une des nombreuses rencontres préparatoires à ce sommet des BRICS, donc le sommet Russie-Afrique. Là, au sommet de Kazan, c'est combien de pays africains qui demandent à entrer? Bon, les chiffres ne sont pas jamais, il y a beaucoup d'intentions. Oui, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup d'intentions. Aujourd'hui, vous avez l'Éthiopie. Bon, vous avez l'Éthiopie qui est membre à part entière, qui est présent. L'Égypte, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait partie des majors. Ouais, fait partie des majors. Mais vous avez le Gabon qui avait présenté une intention. Après, vous avez la République centrafricaine qui est pleine en fond là-dedans. Je pense que c'était en janvier dernier, en décembre, il y a plusieurs missions notamment des responsables de cette association qui ont fait le déplacement à Bangui pour rencontrer à plusieurs reprises le président Touadéra et pendant leurs échanges, moi qui ai couvert cette actualité, le président leur a présenté les différents projets dont le BRICS pourrait l'aider à réaliser en termes de développement économique de ce côté-là. Donc vous avez des pays comme ça qui s'intéressent. Vous avez même il y a plein de pays dans tous les cas qui s'intéressent à l'intégration, peut-être qui observent encore, peut-être pour voir jusqu'où la mayonnaise va prendre, oui. avant de faire le bon pas. Avant de faire le bon pas. Donc au Cameroun dont je viens, on s'intéresse de façon particulière, même si ce n'est pas en termes de... On ne le fait pas avec beaucoup de communication, mais je peux vous rassurer que le Cameroun suit cette actualité de très près. Vous savez que le président Biya a toujours dit qu'il faut diversifier, que ce soit les offres, et tout ce qui peut amener
ou alors concourir au développement du Cameroun. La diversification, c'est toujours bon, comme ça on n'est pas prisonnier d'un seul, système, ou alors d'un seul ordre mondial, parce que nous y sommes aujourd'hui. Donc voilà un peu l'idée, la perception que j'ai de ce monde. Et vous, en tant que journaliste, vous êtes bien informé sur tous ces pays qui, pardon, c'est le direct, qui s'intéressent aux BRICS. Qu'est-ce qui intéresse le plus les États africains dans l'idée éventuellement de participer ou de participer déjà aux BRICS? Je pense que c'est la diversité. C'est le besoin de diversité. C'est pas parce qu'on est déçu ailleurs, mais c'est le besoin de diversité. Je crois que c'est important pour ceux qui nous regardent en France, parce qu'on a toujours une impression que c'est l'Occident qui représente la diversité mondiale. Mais en fait, on doit dire quand même, là, quand on voit les gens ici, les costumes, les couleurs de peau et les religions, il y a beaucoup de diversité ici. Oui, je pense que, comme les dirigeants russes le disent, ce n'est pas le BRICS forcément n'est pas une sorte d'opposition au G7. Je pense que c'est un groupe de personnes ou alors de pays qui s'asseyent et qui se disent voilà ce que nous pouvons apporter. Et il y a un discours qui séduit, il faut le dire, qui séduit forcément. L'Afrique, c'est d'égal à égal. La discussion d'égal à égal. Il n'y a pas, c'est pas le grand maître et un suiveur ou alors et entre guillemets l'esclave qui discutent. Ici, des gens vous disent nous discutons à égal à égal. Nous vous disons ce que nous pouvons vous apporter, nous échangeons et nous arrêtons un chronogramme. C'est un élément très important parce que c'est en comparaison à ce qui pourrait être jugé comme trop souvent des relations un peu néocoloniales avec certains États européens. Exactement. Et peut-être, lorsque le BRICS est arrivé, on s'est peut-être dit que peut-être c'était un autre club des BRICS, c'est-à-dire que c'était un autre club des grands. Et donc, si c'est un club des grands, qu'est-ce que entre guillemets, les petits viendront y faire? Et donc, je pense que la communication du BRICS, de cette association aujourd'hui, tente à comment je vais dire ça, à démontrer qu'il n'y aura pas de grands et de petits et que tout le monde, et que les États forcément vont discuter égal à égal. Vous vous souvenez que lorsque vous voyez même l'historique, c'était même de ces associations, au départ, c'était 4. C'était le Brésil, c'était la Russie, c'était l'Inde et c'était la Chine. Et bien après, je pense en 2009, la République sud-africaine a intégré le mouvement. Aujourd'hui, vous avez des États, notamment qui sont invités aujourd'hui comme des membres à part entière. Et notamment, vous avez parlé de l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran. Et donc, ça s'agrandit. Et ce n'est pas à prendre à la légère, parce que le BRICS, c'est quand même, comment je vais dire ça, plus d'un tiers de la population mondiale, une superficie importante, comparaison, si on veut faire la comparaison, même si nous parlons, ce n'est pas de l'opposition au G7, c'est plus important. C'est plus important. Et donc, pour tous les États qui ont envie, je ne sais pas, de faire du commerce, d'investir, de parler même de change, tout État sérieux qui a de l'ambition doit pouvoir chercher à intégrer ce type de mouvement pour voir ce que cette association peut l'apporter. Donc je dis, pour moi en tant que journaliste, c'est important d'être ici, c'est important d'être ici, de savoir ce qui se prépare, d'être parfait, d'être au courant des résolutions, de suivre des coulisses, de suivre surtout les coulisses, et peut-être pour ceux qui ont une perception lointaine de ce qui se fait ici, de rendre compte pour qu'elles puissent comprendre, que cela puisse comprendre qu'il n'y a pas de la magie ici, ou alors on ne fait pas de complot. On ne fait pas de complot, les missions sont bien établies, les missions sont claires. Maintenant, on n'obligera pas un État d'adhérer si elle n'a pas d'intérêt. Il y a un dicton qui dit que les États ne parlent que pas d'amitié, mais des intérêts. Exactement. Pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, un État ne viendra pas ou ne va pas intégrer le
le BRICS, autant pour moi pour la villégiature ou alors pour, je dirais, des questions vagues. Non. Ceux qui s'y intéressent pensent qu'ils peuvent pouvoir tirer quelque chose d'important dans ce type d'association. Et lorsque vous suivez un peu les travaux en commission qui se font depuis pratiquement quelques jours, on vous parle d'énergie, il y a de la médecine nucléaire, on parle de coopération, on parle de commerce, on vous parle même de monnaie commune dont les experts sont encore en train de travailler. Forcément, on attendra peut-être à la fin, avec le communiqué final qui sera produit, si finalement le BRICS ira vers une monnaie commune du secteur de la sous-région Eurasie et Afrique, pourquoi pas, et autres. Donc, c'est des problématiques qui sont importantes pour l'actualité, non seulement l'actualité mondiale, et même stratégique, et même la géostratégie. Donc, je pense que tout journaliste a un intérêt particulier à être ici, et je pense que vous faites bien de déplacer tout votre groupe pour être là, pour rendre compte. Il a fallu quelques efforts. Voilà. Oui, je comprends peut-être que... Venant de France, c'est pas simple. Bon, oui, je pense que c'est une question de perception. Vous savez, avec tout ce qui se dit et des déclarations aussi de nos chefs d'État, de nos différents chefs d'État n'aidant pas, non. Avec l'actualité, on peut en parler de la guerre en Ukraine, des déclarations que ce soit de l'Union européenne, de l'Allemagne et autres. Il y a comment je vais dire ça? Il y a une perception de méfiance entre les États, mais je pense qu'on ne devrait pas, nous autres journalistes, nous mêler dans ce type de trucs. Nous sommes venus ici forcément pour rendre compte que ça plaise à certains ou à d'autres. On devrait pouvoir nous laisser faire notre travail, nous accorder des invitations pour que nous soyons là, pour que nous rendons compte. Si il y a des interdictions, qui d'autre? Ceux qui sont à Paris, en France, en Allemagne, en Angleterre, n'importe quoi aux États-Unis, quelle est la perception qu'ils auront? Si on n'ouvre pas, des gens continueront à avoir des perceptions peut-être approximatives. Ben, je pense qu'il faut rendre compte. Il faut tendre le micro à tout le monde, que les gens puissent s'exprimer librement. Et je pense que on le fait ici depuis tout le temps. Je suis arrivé ici tout le temps. Les gens me disent, mais pourquoi vous Africains, pourquoi ça vous intéresse? Pourquoi ça vous intéresse tant? Oui. Pour faire le déplacement depuis Yaoundé, pour être ici, pourquoi ça doit intéresser le Cameroun? Je dis non. Les États, chaque État, et je pense dans l'intelligence économique, tous les États doivent pouvoir faire la veille. Oui. Doivent pouvoir faire la veille. Et nous sommes ici aussi pour ça, de faire la veille, d'être à la page, afin de rendre compte, d'informer les citoyens, pour qu'il n'y ait pas forcément une perception. Vous savez, lorsque j'ai lu les différentes déclarations, que ce soit du président Poutine ou de ses conseillers ou de ses affaires étrangères, lorsqu'ils le disent, les gens ont toujours une perception, les gens pensent toujours à la propagande. Les gens pensent toujours à la propagande. Je pense qu'il faut être là pour décrypter, pour essayer de comprendre ce qu'il y a entre les lignes. De ce qui est entre les lignes. Je pense qu'on fait bien d'être là. J'avais une question à vous en tant qu'homme africain. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'une part du succès relatif pour le moment des BRICS tient au fait qu'il y a, je dirais pas une sorte de revanche, mais que les relations entre la Russie et l'Occident étaient très très difficiles dans les années 90. En tout cas, les Russes considèrent qu'ils ont été un peu pillés. Ouais. Qu'il y a eu, pour la Chine, il y a eu les deux guerres de l'opium et les comptoirs. L'Inde a été longtemps colonisée par la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Comme beaucoup de pays africains ont été colonisés soit par la France, soit par le Royaume-Uni, soit par le Portugal, ainsi de suite, la Belgique, pour la République démocratique du Congo. Que les pays d'Amérique latine ont subi la doctrine Monroe et les opérations. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de connivence de ceux qui ont dit bon, ça suffit? On n'est pas loin de là.
On n'est pas loin de là parce que ne vous méprenez pas. Depuis pratiquement près de 20 ans, on fait de l'ODIHR en Afrique. C'est-à-dire que sorte de bilan. Bien sûr. On fait de bilan. Et la génération de 60 et celle de 80, on estime que beaucoup d'Africains estiment qu'ils étaient complices. Ou alors, ces dirigeants, des fois, se défendent en disant « nous n'avons pas le choix ». Et donc, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui dit « on a envie de faire le bilan ». Le bilan, qu'est-ce qu'on a gagné? On a envie d'auditer les contrats qui ont été signés. Et lorsqu'on check tous ces contrats, on se rend compte qu'on a été dupé quelque part. Et donc, par conséquent, on a envie d'aller voir ailleurs. Ça, il faut le noter. On a envie d'aller voir ailleurs. Et donc, du coup, vous avez les discours anticolonialistes qui sont un peu plus en vue en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, c'est un peu mi-raison, on est plus prudent. On est plus prudent, mais le sentiment est là. Ça, il faut le noter. Le sentiment est là. On a envie d'aller voir, et on a envie d'aller voir en Chine. Mais la Chine, c'est pas aussi, c'est pas, comment je dis, c'est pas l'Eldorado. Ou alors, c'est pas des saints. J'en veux pour preuve le contrat, je pense que c'était sur les diamants et autres, qui a été révisé par le président Tshisekedi, mais qui avait été signé par un plus jeune, c'est-à-dire qu'un homme de notre, je dirais, de la génération de 80-90, qui a été signé par cette génération-là. Et donc, le président Tshisekedi est arrivé avec comment je vais dire ça, la levée de bouclier des Congolais et bien d'autres activistes, a dit je vais voir clair sur ce dossier et aller renégocier. Et la Chine n'a pas, ne s'est pas fait prier pour renégocier. Donc ça voudrait dire que ce qu'on présente comme les mauvais, ou alors non, je dis il n'y a que des intérêts. C'est aux Africains de poser les bases de la négociation, de savoir exactement ce qu'ils veulent, leurs objectifs. Leurs objectifs. Et aujourd'hui, le discours... D'accord, ce n'est pas un remplacement d'une domination par une autre. Non, je ne pense pas. En tout cas, je pense que le discours a changé. Vous voyez, le discours, lorsque vous suivez, par exemple, le président Poutine, et il a dit au sommet Russie-Afrique, il ne vient pas pour une autre colonisation, il vient discuter avec les États. Et que tout le monde table sur ses intérêts. Vous pouvez accepter de céder quelque chose parce que vous voulez, pas parce qu'on vous a forcé. Là, c'est différent. Pas parce qu'on vous a forcé, pas parce qu'on vous a mis une table sur la tête ou on vous a fait du chantage sur tel ou tel type de marché. Parce que vous faites des choses pour l'intérêt d'abord de votre pays ou alors l'intérêt global du continent. Et donc, le discours est différent. Le discours est totalement différent. Et comme tout Africain, les gens ont besoin de nouveautés, les gens ont besoin de comprendre que les choses ont changé, mais qu'ils ne se méprennent pas, que ce soit la Russie, ou bien la Chine, ou bien l'Inde, et j'en passe, qu'ils ne se méprennent pas. La génération d'aujourd'hui, notre génération, est plus enclin à l'audit. Qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et du coup, avec les levées de boucliers que nous suivons un peu partout, les gens on peut signer des contrats et après on les audite. Est-ce qu'ils ont été respectés? S'ils n'ont pas été respectés, je peux vous rassurer qu'il y aura une bouée comment je vais dire ça, de soulèvement, je n'ai pas envie de dire soulèvement, mais de remise en question, de ces contrats-là. Je pense que l'Occident paye le prix comment je vais dire, entre guillemets, de son arrogance. Aujourd'hui en Afrique, les gens détestent l'arrogance. Les gens ont envie de discuter égal à égal. Ouais, égal à égal, table sur table, carte sur table. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin, vous avez dit, de sortir du joug du colonialisme. Où aujourd'hui, tout le monde vous dira, on nous l'a imposé. Nous n'avions pas le choix. Nous avons signé ces accords parce que nous n'avions pas le choix. Et donc la génération d'aujourd'hui ne veut pas entendre parler de ça. Je veux dire, discutons égal à égal. Et si les choses sont dans notre intérêt, on le signe. Si ce n'est pas dans notre intérêt, on essaye d'aller explorer ailleurs. Et on ne va pas se le cacher. Les États comme la Fédération de Russie, la Chine, viennent avec d'autres propositions. Je suivais encore je pense que le président Macron, lorsqu'il est arrivé au Cameroun, lors d'une réunion un tout petit peu récente, c'était à l'ambassade de France,
disait aux hommes d'affaires français, repensez ou alors essayez de revoir votre façon de faire. Il y a une réalité, par exemple au Cameroun. Si on a envie de construire une route et que la France ou l'Espagne, j'en passe, vient dire cette route je peux le faire à 100 millions d'euros ou alors 1 million d'euros, et que sur le même contrat, une autre personne vient dire non, je le fais à moins d'1 million d'euros. La même chose. Appel d'offres. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire, on n'a pas. Aujourd'hui, en Afrique, c'est un peu ça. Déjà, l'Afrique a beaucoup de ressources. Elle a envie que. C'est sûr. Voilà, elle a beaucoup de ressources, mais. Elle veut en profiter. Elle veut en profiter. Pour sa jeunesse. Voilà, pour sa jeunesse surtout. Elle ne voudrait pas qu'on continue à dire qu'on est venu piller l'Afrique. En retour, on n'a rien investi. Et par conséquent, que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'immigrants en Europe, parce que les gens estiment que les autres ont pillé leurs ressources, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'arrivent pas à bien se nourrir. Et donc, par conséquent, il faut aller chercher ailleurs. Donc, nous, Africains, nous avons besoin que nos États discutent égal à égal et que des contrats soient à l'avantage, je dirais, soient importants pour l'Afrique, de façon générale. Bon, merci. Je crois qu'on a notre nouvel invité qui est arrivé. C'est très, très intéressant. Et n'hésitez pas, on pourra refaire des directs parce qu'il y a encore 2 jours et demi. Et donc, il va se passer beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, à commenter. Donc, voilà, forum libre. Alors, on peut encore le montrer à l'écran. On va vous suivre. Édition Cameroun. Édition Cameroun. On va et suivre, ça, c'est l'édition de la RCA. La RCA. Et à côté, je pense. Vous avez une édition pour chaque pays, ça? Oui. D'accord. Édition en République du Congo. Très bien. OK. Allez, merci encore. Et bien, à plus tard. À bientôt. On va voir ce qui va sortir du chapeau. Merci. C'est direct, on s'en fout. C'est un Indien en fait. C'est un spécialiste des. Ah, Mike. Ok. C'est un expert justement sur tout ce qui est QMC, la dédollarisation, etc. En fait, comment je parle comment Je sais bien, c'est Hello. Dr. Ankit Shah. Oui. Все хорошо? Лучше всех. Отлично. Hello, sir. Yeah, hello. So we speak in English, yeah? Yeah, I guess? English, No, you're yeah. not speaking French, yeah? English, yeah. So I don't want I want to pronounce correctly your name, so Ankit Shah. Ankit Shah. It was not completely the same. Ankit Shah, okay. You're from India. India, yeah. One of the main, if you may say, country in the BRICS, one who created the BRICS. You're a specialist about currency. What is your organization you represent, by the So way? I'm representing Think BRICS right now. Okay. I do have my own channel as well, Bharat Kshetra, social media, and I'm known for my geopolitical predictions and geoeconomic analysis. And especially you're doing analysis on the future of currencies, yeah? Yes, Because maybe it's one of the main subjects here. yeah, We still It don't is. know. it is. You know something? Well, we do understand the whole concept of currency and money, especially that gold is the real purchasing power. And what we do understand is that energy is the real reserve currency. So the US dollar was riding on energy since the oil for security program that they had with the Gulf region. Sure. And we also understand that in terms of the future of currencies, everybody is moving towards a digital format. Slowly and gradually, each country has taken steps on their own to introduce their own national currencies in digital format. As well in India.
Yeah, we do also have some pilot transactions going on digital rupee. I think most of people in France have no idea about that. It's Oh. very interesting. So as the future move towards digital currency, it will certainly require some backing of something which is finite. So the real purchasing power, which is gold, will make some kind of a comeback. We don't know what kind of formula, but it should make some kind of comeback. Otherwise, digital currency is nothing but electronic entries. So if tomorrow Germany says, I made 10,000 new entries, are you going to give more goods to them? No, No. right? So the digital world certainly needs to be backed by something finite. And I believe that gold has always been the real currency, real purchasing power. So it will come back to Wow. in formula in some way or the other. And we all In the know ancient how. world and before World War II, it was the international currency. Yeah. Somehow. We all know how pound became dollar replaced the pound. Yeah. So in the Second World War, United States gave war supplies to Europe and collected physical gold. And once a good quantity of physical gold was collected, they replaced the pound with the US dollar. So the formula for financial smart. reset, the formula for financial reset is very clear. Yeah. That you need to accumulate physical gold. And that's why China and Russia bought so much gold these last 12 years. All the nations, I think BRICS plus all the nations, central Well, banks especially are, the big BRICS countries, yeah? yeah, all the BRICS plus nations are accumulating physical gold in some or the other quantities. And I do believe that in future, it will not be the LBMA, the London Bullion market. I think it will be the Gift City in India, Okay. Shanghai Stock Exchange, and the Moscow Stock Exchange, which will determine the price of gold and silver. That would be a huge change Yeah, and an expression of the shift of powers in the world. yeah. So I mean, UK had been, doing the physical possession of all the gold reserves for so many nations. So eventually, nations are calling back their physical gold from the London vaults. So it's one of the preparatory steps of de-dollarization process. And do you think that this accumulation of gold that we are speaking about has something to do with what will happen here in the summit? Was it a preparation, long preparation to? Yeah. So I think the physical gold and silver accumulation started around 2015 something. Yeah. Okay. So definitely one of the preparatory steps. But over here in the summit, what I believe should be happening is more focus on national currencies, international trade. Because BRICS is not building a single country reserve currency. There's a fundamental difference here. Yeah. They are making a democratic currency order, which is multiple national currencies in the basket of trade, right? Unlike the last 400 years of pound and dollar. Yeah. That is the change which BRICS is bringing about. So I believe this time there will be expansion, but the expansion will not be in the core members. The expansion will be second tier, which is partner country model. Because this is a consensus based body. They have got some 34 applications. Now if all 34 applications are made primary members, then nothing will move forward because it is a consensus based body. So it will become defunct, practically speaking. Sure. So I don't think they will fall into that mistake. So the new group of members that will be added will be taken to the partner country model, and from there eventually they graduate to become the core members with the listed criteria, something like that. But the broader membership could be for everybody, all those who want to skip the SWIFT payment mechanism Yeah. and want to do national currencies trade. So Well, even recently, a country like Nigeria, yeah, who is the main oil producer in Africa, decided to switch his selling of oil in its own currency. true. So what we are seeing with Western Europe these days is, I am clueless about how and why they have decided to deindustrialize themselves
in the Yeah, script. that's a nightmare for us. We do not understand. You have to explain what your leaders are doing. It's very, I mean, It's a fact. Yeah. yeah, it's so clear that you are cut off from the cheap energy. Now, energy is the driving force of the economy. Well, in France we still have some Yeah. nuclear energy. But, Yeah. So I do believe that eventually it looks like the Western Europe economy is getting decimated with deindustrialization, and then US might jump the sides and adopt whatever the formula here is made. Okay, and what is your guess that they will be announced? Because a few months ago, Vladimir Putin said in St. Petersburg that there will be a platform to exchange this currency, but we asked many people how this will work, and it was like evasive, or we don't know, or Lack of clarity. lack of clarity. Is it because it's already something that's working and they want to announce here, or it's still it's still something on the process? I think they are trying various methods, and as long as the international trade goes between the BRICS nations, it has already smoothed out. Okay, so it's only about first expanding and then announcing, Okay, right? right. It looks like that. Okay. So once you have a broader group members, it is very easy to announce a structured format. Till then, they are making trials and errors of what all can be done with the national currencies. Okay. Now, once the entire world move towards a digital format, I think it will become a lot more easier to do this kind of trade, right? When everything is digital. Okay. Maybe a last question for you as a Yeah. specialist. What do you think? What will be the direction of the West, and especially the United States? Because it's a loss. Well, it's a huge loss of power. It doesn't mean that they will be weak, but they're not the first, and it's a huge loss of power. What they can do to fight back, or maybe you think that they will adapt and I don't some think I join, don't think or they have decided to fight back. I mean, whatever signals that I see, looks like they are already on this idea. Because, I mean, just look at the signals. The first, as soon as the Ukraine conflict started, they banned the import of Russian gold. Now, accumulation of gold is the method of de-dollarization. Then why would you ban the import of Russian gold? You should actually be buying in Russian gold, right? So all the signals look like they want allies' economies decimated, and they have whatever value that that is left after all of this. so it's bad for Europe. It's bad for Western Europe. Yeah. Because the allies have always, I mean, if you look at the last 50, 60 years, the allies have always been, taking more hits of all sorts. So that partnership has never been beneficial to any of the ally in any case. I mean, it never was, okay? But I do believe that eventually a US which does not know what its future role is going to be is a lot more dangerous scene. So I think it will be in the interest of the world that India is able to become the bridge between East and the West and loop in the United States into the new world order, rather than keeping it isolated with this heavy military and covert might that it has, is not beneficial for the world. Let's stay on these very good words and hope for the future. Thank you very much, thank and for your analysis. It's very interesting. Thank you. And you're welcome to come back Yeah. and have further talks with what we will. Can I have your card? Yeah, sure, So sure. I've predicted the exact week and month of Ukraine conflict. I predicted the exact week Really? and month of the LAC standoff between India and China. Okay. I predicted exact week and day of Balakot attack from India to Pakistan.
Then I predicted all the 3 attacks that Israel did on Iran. You have- Exact dates. You have your social website, yeah? I have I give a talk on my own channel, Bharat Kshetra. Yeah. Besides that, You have the card? my Twitter handle that has all the predictions. Okay. So, all the 3 attacks that Israel did on Iran, I predicted the exact date. So we'll follow you. And you know the number for the lotto? For The lottery? now, what is that? Ah, you- No, see, I give predictions based on 3 things. Oh, what happened? it's lost somewhere. I give predictions based on 3 things. Yeah. One is body language of leaders. Second, Oh, is, that's interesting. second is cash flow. C'est pas LCI qui a And interviewé. third hein. is data. When all these 3 come together, I put up a Merci, prediction. thank you. Спасибо. When all 3 comes together, I give a prediction. Okay, we'll follow you then. Thank you. C'est extrêmement intéressant d'avoir les avis. Ça, c'est une chose dont on ne se rend pas bien compte avec les BRICS, c'est que c'est pas juste la Chine et la Russie, c'est l'Inde, c'est C'est bon, beaucoup de pays Guillaume africains, c'est l'Indonésie, c'est la Malaisie. Il y a énormément d'experts, on n'arrive pas à tout suivre, tellement il y a de... Salut. Bon, Ah, on tu va t'es arriver en installé, plein tu milieu. vas bien? Enchanté. Il n'y a pas de souci. Ils t'ont plugué, ça y est? Oui, Ça y est, t'es normalement, tout armé. est bon. C'est vachement bien, ces trucs qu'on les voit même pas. Il n'y en a pas un qui est tombé, moi? Non. Ok. Звуком все хорошо, да? Ok. Bon, bah, on va pouvoir repasser au français. Ah bah très bien. Parce que là, je sais pas si tu t'entendais, on était avec Si, un si, j'ai vu que expert t'étais- indien. Ouais, j'ai vu, je l'ai croisé tout à l'heure. Extrêmement intéressant. Ouais, il est bien. Sur, Ouais, alors, ouais, il, non, fait il fait de la prédiction, c'est toujours un exercice un peu risqué. Bon, il est ça, très c'est content sûr. de ses prédictions qu'il a réussi. Si vous switchez sur là, je suppose que ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on peut appuyer sur les sous-titres. Normalement, ça sort en automatique, plus ou moins correctement. Mais bon, comme le son est bon, normalement, ça sort plutôt bien. Bon, ça va. Ça s'est amélioré. Et donc, il nous disait que lui, il a une vision très très radicale de l'évolution de la finance internationale, Ouais. en particulier sur l'évolution des quelles monnaies vont tenir et vont pas tenir. Ouais, oui, ça c'est sûr que. Bon, parlons de toi alors. Bah écoute, moi, je ne sais pas devant moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je suis venu ici pour couvrir le sommet parce que, enfin, voilà, on est dans un événement international majeur et il se trouve que notre presse n'en parle pas, quoi. Donc c'est. Ta petite vidéo sur YouTube a été remarquée. Oui, alors oui, enfin, sur Twitter. Je bosse pardon, que- sur ouais, Twitter, c'est pas très grave, mais je Non, bosse mais que il y a sur- tellement de réseaux sociaux, là, je commence à m'en mêler les pinceaux. je bosse que sur Twitter. Mais oui, mais parce qu'il y a clairement une volonté des gens de s'informer sur ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, les médias font juste pas leur boulot, en fait. Ils font pas du tout leur Tu es boulot. entre autres venu un peu comme nous, Mhm. juste un peu rendre compte en fait de ce qui se passe. Tout à fait, ouais. Nous, on a dit que c'était un peu sans filtre. Mhm. Juste, enfin, ou en tout cas, en mettant pas trop de filtres, on met Oui. notre avis. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'ils nous interrogent aussi Mhm. beaucoup pour ça, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de Français que ça. Ouais. Il n'y a pas tellement de médias occidentaux. Ouais, Il y en a. j'en ai croisé quelques-uns. Après, il faut voir aussi la différence. Qui est des médias, ils sont un peu obligés. Par exemple, l'AFP, je vois pas comment ils peuvent ne pas être là. Oui, si ou tu veux. Reuters, c'est pas le choix. Reuters, exactement. Ce qu'il faut en retirer après, c'est ce que eux vont donner dans leurs médias. C'est-à-dire que si on regarde TF1 ou LCI ou le journal, un événement de cette dimension, de cette envergure, ça fera peut-être un entrefilet et encore, c'est même pas sûr. Donc c'est là où, le problème du traitement de l'information, il est là aussi. En fait, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que le traitement de l'information est à comparer au traitement par notre État et nos services de renseignement. Mhm. Parce qu'avec un événement comme ça, en tant que Français, puisqu'on est Français, normalement au Quai d'Orsay, il devrait être H24 depuis un mois avec une grosse équipe qui décortique tout, entre les lignes, Ouais, tout à fait. les communiqués, ce que disait l'intervenant précédent, c'est les physionomies. Mhm. Alors bon, j'espère qu'ils font ça. Je ne suis pas totalement convaincu. Ah ouais, j'ose espérer qu'ils le font quand même. Si, Que nos services de renseignement, eux aussi, sont
quelque Bah, part ici et se renseignent, parce que c'est. c'est leur boulot. Parce que même si on est contre, il faut savoir ce qui se passe, quoi. Non mais bien sûr, enfin, d'autant plus. C'est-à-dire que s'ils ont cette position qui est hautement critiquable, en tout cas que moi je critique, mais enfin, en tout cas ils sont obligés de suivre ce qui se passe. C'est-à-dire que concrètement, on est face à une évolution majeure du monde, on ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand on voit le niveau de nos politiques sur ces questions-là, de nos dirigeants politiques, du gouvernement, etc., parfois c'est vrai que ça laisse un peu quoi, parce qu'on se dit mais est-ce qu'ils suivent vraiment ce qui se passe en fait? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui est en train de se jouer? Quand on voit les positions qu'on défend, que le gouvernement défend, on est vraiment en droit de se poser la question, quoi. Toi, tu penses qu'ils n'ont pas conscience? J'ai du mal à le gouverner, c'est vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se jouer et s'adapter. Et là, vu ce qu'ils font, on voit clairement droit dans le mur. Donc la question vraiment se pose. J'ai du mal à imaginer qu'ils n'aient pas conscience de ça. Macron a quand même fait, je ne sais plus si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, il avait demandé à venir au sommet des BRICS. Oui, c'est ce que me. Alors, on va reparler, parce que il y a comment nous on va être reçus en France. Très bien et très mal, mais il y a des journalistes, disons de chaînes russes qui ont été interdites comme RT en France, qui m'ont interviewé, et ils étaient un peu mauvaises avec la France, on va dire, et ils m'ont dit mais un peu qu'est-ce que vous faites ici? Ouais. Et même notre président l'année dernière, c'était au Cap en 2023, il voulait venir pour être observateur. Ouais. Minimum on fait ça. Ouais, tout à fait, et c'est ce qu'il y a à faire. Et ça c'était une bonne initiative, mais bon, en même temps, c'est sûr qu'il s'est fait envoyer balader, parce que d'un côté, il tient une position qui est une attitude belliqueuse au possible envers les Russes, et de l'autre côté, il vient dire non mais attendez, je viens discuter. Mais le truc, c'est que c'est ça que j'ai vu dans les premiers retours médias. J'ai l'impression qu'ils sont un peu réveillés hier. Ils se sont rendus compte vraiment qu'il y a un sommet et que vraiment il va se passer un truc. Il y a vraiment 24 chefs d'État, et que vraiment ça se passe. Oui, et puis pas des moindres. Oui, puis c'est l'Inde, la Chine, c'est l'Afrique du Sud. C'est 3,6 milliards d'habitants quand même. Hein. Oui, c'est quasiment 50% de la population mondiale, 45%. Dès qu'on rajoute 2 ou 3 États en plus, peut-être ça sera annoncé, je ne sais pas, ça va être encore plus. C'est quoi? C'est 37%, 38% par du parité de pouvoir d'achat. Voilà, tout à fait, plus que le G7, qui est à 29. Ouais. Il se passe clairement quelque chose. Ouais, oui, il se passe quelque chose, et effectivement, et si on avait des dirigeants un peu visionnaires, il faut inscrire la France dans ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il faut le comprendre, et il faut voir où on va. Ce monde-là, de toute façon, il existe, il est en train de se construire, on ne peut pas l'ignorer éternellement. Et à mon sens, se construire contre ce mouvement-là, ce serait une erreur gravissime. Le monde multipolaire, c'est le monde de demain. Le monde unipolaire, dominé par l'Occident et par Washington en particulier, c'est fini. Là, on arrive au bout, on a tous une dette qui est en train d'exploser. Les États-Unis ont une dette, j'en parle même pas. Donc ça, c'est fini, et il y a quelque chose d'autre qui est en train de se construire, donc il faut y participer, il faut prendre part. Parce que s'il y a bien un truc dont on peut rendre compte tous les deux, et puis on va continuer à le faire, c'est assez flagrant, c'est que ici, pour toutes les différentes délégations, en particulier je trouve intéressant les délégations d'Afrique subsaharienne et les délégations d'Amérique latine, le monde a déjà changé. Tout à fait, Et certains même nous disent, en fait, conserver une domination occidentale, c'est une lubie totale qui n'a rien à voir avec la réalité. Oui, non, tout à fait, non, c'est fini. T'es d'accord, tu ressens ça, toi là, mais complètement. Enfin là, concrètement, effectivement, et c'est rigolo, parce que donc il y a le ministre des communications du Venezuela qui est là-bas, et c'est en substance exactement ce qu'il disait. Enfin, c'est fini. À un moment donné, il faut prendre en compte cette réalité, il faut l'accepter, et il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on va mourir dans ce monde-là. Ah oui, mais je veux me souvenir, l'introduction que j'ai faite, c'est que il n'y a pas que la Russie ici. Ah non, loin de là. Il y a un paquet de gens. Alors, évidemment, il y a beaucoup de Russes, parce qu'on a 15 ans et que c'est sous l'organisation de la Russie. Et c'est aussi un point intéressant, c'est-à-dire que la stratégie occidentale d'isolation de la Russie, voilà le résultat en fait. Voilà le résultat, c'est-à-dire qu'il y a 3,5 milliards de la planète qui est ici, et qui concrètement n'a absolument rien à foutre de cette isolation-là. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas, Alors ça que je voulais te dire, c'est que la première réaction apparemment, là, dans nos médias, la première analyse, qui est un peu copiée de média en média, est un peu claquée au sol, comme diraient les jeunes. C'est-à-dire Ils disent, Poutine a organisé ça
Alors déjà, ça les écorche apparemment beaucoup Mhm. pour montrer qu'il n'est pas isolé dans le monde. Mais en fait, c'est bizarre. C'est comme, enfin, bon, moi je pense que c'est pas du tout ça. Mhm. C'est imaginer que Xi Jinping va se déplacer juste pour faire la claque Non, à, mais à Poutine exactement. pour Et dire puis- j'aime bien ce gars et puis on travaille avec lui. Non, mais En fait, c'est une conséquence Bien de sûr. ce qui se passe ici. Ils réussissent à ne pas parler. Exactement, vous l'avez très bien dit, c'est une conséquence. Le sommet des BRICS, c'est le 16e sommet des BRICS. C'est pas le premier, c'est le 16e. Donc de toute façon, c'est pas Poutine qui a organisé ça pour faire venir tout le monde. C'est le sommet des BRICS qui est organisé, cette année c'est en Russie, donc tout le monde vient. Enfin, ça- Et s'ils discutent des choses qui stressent quelques dirigeants occidentaux. Ah bah ça, la construction des BRICS en elle-même stresse les dirigeants occidentaux. Je parce pensais à la discussion qu'il y a avec Dilma Rousseff, que- Ouais, la patronne la présidente de la banque, le de la nouvelle développement, banque de ouais. développement, qui sont en. Voilà, il y a une plateforme qui est en train de se mettre en place, une nouvelle monnaie d'échange. Tout à fait. Bah après, de toute façon, c'est un peu, à mon sens, hein, c'est un peu la clé de voûte de la construction des BRICS, parce que les BRICS, c'est des pays qui ont des intérêts différents, parfois même divergents. On voit avec la Chine et l'Inde qui viennent de résoudre leurs différends territoriaux, mais donc les intérêts ne sont pas tous communs. Ils ne parlent pas d'une voie commune, mais en revanche, ce qui les rassemble tous, c'est de s'émanciper de effectivement la domination du dollar. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est le monde qu'ils sont en train de créer, parce que la domination du dollar, ça sous-entend après sanctions, etc., et chantage, pression. Et bah, évidemment, les pays du Sud global, ou à plus forte raison la Russie ou la Chine, ne veulent pas du tout être soumis à ce genre de pression-là. Et c'est de ça dont ils s'émancipent et qu'ils arrivent à faire très bien. Bah, merci, tu as aussi très bien résumé. Peut-être qu'on a notre prochain invité qui est là. Je reviendrai tout à l'heure pour y a voir pas de toi. souci. Et puis on pourra discuter de ces phénomènes Ça de marche. pression parce que je pense que c'est important. Bon, Ça bah, roule. Allez, Merci, à bientôt. plus. Ciao. Merci. Comment ça s'appelle Et qui est patron d'un média. Bonjour monsieur. Bonjour. Parallèle avec toi. D'accord. Politique et qui va me média. Alors comment je vous présente? Serge Espoir Matomba, homme politique, comme vous voulez. Et alors vous êtes un peu dans mon cas. Oui, c'est parce ce que j'ai appris tout à l'heure. On a un peu triché. On a un peu triché. Ah, c'est tombé. C'est C'est-à-dire que- les problèmes du direct, c'est pas grave, on va remettre. Bon en fait on n'a pas triché parce que C'est pas de la triche, c'est la représentation. Voilà. On rend compte et en même temps on donne un avis. On donne un avis, voilà. c'est ça. Mais déjà rendre compte est souvent politique. Ça marche pas. Bon. Est-ce que le son est bon là? Звук работает? Кажется, что проверят. Да, нормально. Répétez votre nom, comme ça on est sûr. Serge Espoir Matomba. Merci. Donc vous êtes du Cameroun et donc vous êtes en même temps responsable d'un média, Je suis promoteur. d'un promoteur. Peut-être que le promoteur est encore plus responsable que les autres du média. Et vous êtes engagé en politique et vous envisagez même la magistrature suprême un jour au Cameroun ou pas? Mais il faut dire que déjà le rôle d'un parti politique, c'est entre autres diriger un État pour, n'est-ce pas, essayer de ventiler, pas ventiler, mais réaliser son projet de société. Oui. Donc, je ne suis pas en politique pour tout simplement faire des constats, mais c'est aussi et principalement pour faire des réalisations. Et malheureusement, ou heureusement, pour faire des réalisations, il faut parfois avoir les commandes. Et pour avoir les commandes, il faut aspirer à la magistrature suprême. Il faut participer aux élections, il faut gagner, n'est-ce pas, l'opinion et les cœurs pour pouvoir diriger donc un pays. Donc, voilà. Oui, sinon ça reste du blabla, du commentaire et en fait on fait rien pour son pays. Sinon, on fait rien. On reste dans tout ce qui serait, n'est-ce pas, de virtuel, informel, c'est encore mieux dire, beaucoup plus de la parlotte qu'autre chose. Mais
Je crois pour ma part que nous ne sommes plus ce type de génération qui devront nous inscrire dans ce que j'appelle toujours l'accompagnement d'un legs. D'un legs qui a voulu que nous soyons, n'est-ce pas, des accompagnateurs de certains. Donc il faut réécrire l'histoire. Il faut réécrire l'histoire du Cameroun comme l'histoire du monde est en train de se réécrire sous nos yeux et dont nous sommes les acteurs. Votre prochaine échéance à vous électorale, c'est quand? 2025. Ah, c'est demain. C'est demain. Est-ce que votre présence ici au sommet des BRICS participe de cette préparation? Est-ce qu'elle marque un positionnement spécifique? Non, il faut dire que ma présence au BRICS, le BRICS, c'est d'abord un très grand rendez-vous. Et c'est un rendez-vous auquel je pense et je crois personnellement qu'il faut prendre part. Le monde d'aujourd'hui unipolaire, dicté par un groupuscule de personnes qui estiment que le monde devrait fonctionner comme ils veulent, ce type de monde-là doit s'arrêter. Et les BRICS offrent donc cette opportunité de la multipolarité. Et vous comprenez et vous conviendrez d'ailleurs avec moi que pour nos États, les États africains, nous avons besoin d'affirmer notre souveraineté pour pouvoir travailler librement avec qui nous voulons, qui nous désirons. Et ceci dans le bien de nos populations et de nos peuples et du continent africain en général. Donc les BRICS, pour moi, c'est un rendez-vous auquel il faut absolument prendre part. Ce n'est pas un positionnement politique qui est recherché, mais c'est une affirmation de ce que nous voulons pour l'avenir, non seulement de l'Afrique, du Cameroun, mais du monde. Donc c'est une affirmation et il faut donc être à ce type de rendez-vous. Je crois que les mots importants dans ce que vous venez de déclarer, c'est le concept de souveraineté et multipolarité. Je crois qu'en dehors des discussions qu'on a eues avec l'expert indien sur les monnaies et les échanges futurs à travers la plateforme dont ils sont en train de discuter, dont on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va sortir du chapeau, ce sont les deux autres aspects centraux, souveraineté, monde multipolaire. Vous ne pensez pas qu'on a déjà basculé de facto dans un monde multipolaire? Je crois que nous y sommes déjà. Je crois personnellement que nous y sommes. On peut constater il y a un an ou deux qu'il y a quand même une véritable évolution. Il y a un an, j'ai encore souvenance lorsque, avant l'opération spéciale militaire, bien évidemment, j'ai souvenance d'un sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et tenez-vous tranquille, plusieurs délégations africaines qui venaient s'étaient pratiquement vues intimer l'ordre de ne pas participer à ce sommet par ceux qui estiment que ce sont eux qui dirigent ces États-là à partir de l'Occident. Mais plusieurs ont fait de néocolonialisme une forme de néocolonialisme classique, bien évidemment. Mais plusieurs États et chefs de délégation ont décidé de prendre part à ce sommet. Et vous allez voir, quand je parle de l'écart d'un an, vous verrez que les comportements d'il y a un an ont complètement changé. déjà. Ce n'est plus on vous demande de ne pas y aller, ou alors on n'utilise plus des moyens et des méthodes pour dire n'y allez pas. Maintenant, on essaye de négocier autrement. Comme quoi, il y a quand même une évolution. Il y a une évolution. Et je crois que ce monde multipolaire est en train de voir de plus en plus le jour. Je ne serais pas surpris qu'à la fin de ce sommet des BRICS, que la Turquie rejoigne les BRICS. C'est votre pari, ça. Je ne serais pas surpris. Et imaginez donc la Turquie, qui est membre de une l'OTAN, déflagration. qui est membre de l'OTAN, rejoigne les BRICS pendant ce sommet. Vous imaginez où Parce est-ce que qu'on... déjà, l'annonce d'hier de Narendra Modi et de Xi Jinping de l'accord frontalier entre les deux pays et l'arrêt du conflit sur l'Himalaya, c'était déjà une... Les premiers Tout le sont monde là. était surpris. Hein? Les premiers sont là et on veut nous dire, ce monde, qu'on le veuille ou pas, il est là. Nous devons aller vers le respect de la souveraineté de chaque État parce que c'est important et nous devons permettre à chaque État de façon libre de coopérer,
de travailler avec qui il veut. Et dites-moi le Cameroun, comment il s'oriente par rapport aux BRICS, spécifiquement le Cameroun là aujourd'hui? Alors il faut dire que je ne saurais parler au nom du gouvernement Ah camerounais. bien sûr. Je ne Après, peux que vous pouvez parler ajouter en ce que tant vous que aimeriez. politique, Oui. mais je pense que le Cameroun a un positionnement qui est de plus en plus clair. Le Cameroun n'est complètement pas contre les BRICS. D'ailleurs, je crois que dans les pipes, il y aurait une demande d'adhésion qui serait fortement en étude. Donc il y a autant de choses et quand on regarde le comportement même journalier, je dirais, ou alors des institutions au Cameroun, le Cameroun est un pays qui a toujours été ouvert, qui a toujours voulu collaborer avec tous les pays. J'ai encore souvenance d'un discours du chef d'État actuel, Paul Biya, qui disait « Le Cameroun est la chasse gardée de personne ». Il y a très longtemps, il le disait. Donc c'est pour dire que le Cameroun est ouvert à des collaborations multiformes avec plusieurs États, plusieurs pays. Et je crois que le regard du Cameroun vis-à-vis des BRICS est un regard très positif qui voudrait, n'est-ce pas, qu'activement ce monde multipolaire puisse voir le jour. Alors il y a une forme de... C'est intéressant ce que vous venez de dire, entre autres pour le fait que, sûrement à cause d'une présentation peut-être fallacieuse des médias, beaucoup en Occident pensent que c'est une confrontation. Vous diriez que participer aux BRICS, ce n'est pas nécessairement entrer en confrontation avec l'Occident? Mais non, c'est tout le contraire. Vous savez, la force des médias mainstream de l'Occident, c'est d'avoir présenté, décidé qui est le bon et qui est le mauvais. D'avoir décidé quand est-ce qu'il y aura la guerre, quand il n'y aura pas la guerre. C'est ça la force des médias mainstream occidentaux. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vous disent prendre part aux BRICS, c'est être contre l'Occident. À quel niveau pouvons-nous juger, n'est-ce pas, de la qualité du, si vous voulez, du problème qui existerait du fait de prendre part au sommet et qui serait contre, n'est-ce pas, l'Occident? On ne saurait le dire proprement dit. Des États qui travaillent pour leur souveraineté, pour des échanges monétaires libres, pour des échanges, des transactions libres, ont le droit et l'autorisation, n'est-ce pas, de le faire librement, sans que l'ordre ne vienne d'une organisation, qu'elle soit, entre parenthèses, mondiale, qu'elle soit régionale ou sous-régionale. Donc, aujourd'hui, c'est vers cette liberté que tout le monde devrait accepter. Mais je vais vous faire peut-être rire. Quand on parle de l'homosexualité, on vous parle de liberté. Et on vous dit, de façon générale, tout le monde est appelé à accepter cela. Parce qu'en fait, c'est le droit à l'humanité, c'est le droit de ceci, c'est le droit de cela. Mais quand on vous parle des BRICS, non, à ce niveau, tout le monde n'est pas libre d'accepter. Tout le monde ne devrait pas y participer. Parce que y participer veut dire que vous êtes contre. Vous voyez un peu? Un parallèle intéressant sur la liberté. Là, on parle de liberté. Vous comprenez qu'on a un véritable problème. Donc, il est important de changer certains narratifs, de ne pas voir des adversaires où ils n'existent pas. Les BRICS aujourd'hui représentent une véritable force mondiale. Ben, le taux d'échange réalisé dans les BRICS et hors des BRICS est un taux d'échange important. Les pays qui ne sont pas membres des BRICS, est-ce qu'ils ne feront pas des échanges avec des BRICS? Ils le feront. Pourquoi voir en des BRICS un ennemi? Bon, s'il faut donc considérer que les BRICS sont un ennemi, les Africains, nous dirions quoi de l'Occident? Parce que malgré ce que nous pouvons appeler les accords de Berlin et tout ce que vous voulez, l'Afrique n'est véritablement pas sortie du colonialisme. Aujourd'hui encore, dans près de plus de 15 États en Afrique, on utilise une monnaie qui s'appelle le CFA.
C'est quoi le CFA? En quoi les Africains sont concernés par cette monnaie-là? Donc, vous voyez, et on vous dit quand même que vous n'avez pas la liberté de choisir avec qui collaborer ou où aller. Ça veut dire qu'en réalité, il y a toujours quelqu'un qui se considère comme votre parent. Plus grave, lorsqu'un Africain parle en bien de la Russie, on dit il a quitté, il a trouvé un nouveau maître. Et comment pouvoir imaginer que les Africains trouvent en la Russie un nouveau maître? Ça veut tout simplement dire que celui qui pense ainsi se considérait comme le maître de l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique est un continent, entre parenthèses, qui dit souverain et devrait avoir la liberté de ses mouvements, de son commerce, de ses échanges. Donc il est important de clarifier ces quelques éléments pour que certaines personnes comprennent qu'aujourd'hui, comme j'aime le dire, personne ne veut combattre l'immigration. Les mesures qui sont prises ici et là, on dit on combat l'immigration, les Africains, les Asiatiques ne doivent plus arriver, mais ce sont des mesures fallacieuses. Personne ne veut combattre l'immigration, c'est comme la pauvreté, on ne combat pas la pauvreté. Pour combattre la pauvreté, il faut créer la richesse. Donc on ne combat pas la pauvreté, on crée la richesse, et lorsque vous avez créé la richesse, il n'y a plus de pauvreté. Ben, si vous voulez résoudre le problème d'immigration, arrêtez de piller l'Afrique. Si on arrête de piller l'Afrique, mais les Africains ne viendront pas en Occident. Ils viendront chercher quoi? Si les pays africains sont développés de par leurs ressources, parce que nous en regorgeons énormément, vous pensez qu'un Africain ira chercher de quoi manger ou de quoi vivre en Occident? Non, ça n'existera pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous voyez, il y a deux jargons pour qualifier ceux qui se déplacent pour des besoins économiques. Lorsque les Africains se déplacent pour des besoins économiques, on les considère comme des immigrés. Mais lorsque les Occidentaux se déplacent pour des besoins économiques, eux, ils sont des expatriés. Vous voyez, ce jargon et ce narratif qui est donné et on présente dans les Africains comme les plus pauvres au monde, ça n'existe pas. Les Africains, je ne vais pas revenir sur les ressources que possède l'Afrique ici. Qui exploite ces ressources? Qui les exploite? Comment est-ce que ces ressources sont exploitées? La finalité de ces ressources, c'est quoi? Est-ce que ça profite au peuple africain? Non, la réponse c'est non. Alors je dis encore, l'immigration commencera à se combattre ou à se résoudre lorsqu'on comprendra que la plupart des gens qui immigrent pour des raisons économiques. Et qu'on permette à ces différents pays de façon indépendante et de façon souveraine, n'est-ce pas, de travailler dans le développement de leur pays. Et on verra que personne, et je dis bien personne, ne s'expatriera ou alors n'immigrera pour des besoins économiques. Les gens pourront le faire pour du tourisme. Bien évidemment, il est important de toujours se déplacer, pour les affaires et bien d'autres, mais pas pour des besoins économiques. Donc voilà, il y a un jargon qu'il faut, ou alors des éléments de langage qu'il faut complètement enlever de notre jargon quotidien. Et quand nous comprendrons que la valorisation de l'être humain est plus importante que tout, alors là, nous commencerons à poser les bonnes bases pour le développement. Et les BRICS, donc, viennent en réponse aux problèmes existentiels, en réponse aux problèmes de l'imposition hégémonique, n'est-ce pas, d'un certain groupuscule contre la majorité. Aujourd'hui, est-ce que les BRICS sont, on pourrait considérer les BRICS comme un réveil? La réponse est non. Les BRICS constituent une opportunité pour tous ceux qui ne sont pas encore souverains d'avancer vers une véritable souveraineté. C'est extrêmement intéressant. C'est positif dans ce que je vais vous dire, mais je ressens dans vos propos la pensée et la parole de Thomas Sankara, le pays des hommes intègres au Burkina Faso, il avait de très belles formules, il était très malin dans la maîtrise de la langue, et vous aussi d'ailleurs. Ouais.
il disait il faut que l'école burkinabé produise des patriotes et pas des expatriés. Et pas des expatriés. Merci monsieur. C'est moi très qui vous intéressant. On va suivre tout ça en détail C'est et moi si qui vous vous voulez remercie. bien, on va vous rappeler parce que Il n'y a pour, pas de souci. pour vous suivre pour l'élection de 2025. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Tout le C'est gentil. plaisir. Merci, Tout c'est le gentil. plaisir. Là, on a un cas très très intéressant de ce qu'on voit, de ce qu'on entend beaucoup dans ce sommet des BRICS. C'est des représentants de pays, soit Можно еще раз repeat? ce qu'on voit d'intéressant ici dans ce sommet des BRICS, c'est les problèmes du direct, désolé, c'est tous ces représentants des pays qui sont déjà membres des BRICS, donc les 9 actuels. On ne sait toujours pas si l'Arabie Saoudite y est réellement, elle a un pied dedans, un pied dehors. Mais aussi eh bien, les représentants. Bonjour madame. Ah d'accord. Ok. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Eh bien, merci d'être venue sur notre média, Fréquence Populaire. C'est moi qui vous remercie. Je crois que vous êtes la directrice du média auquel For You votre Media prédécesseur Africa. faisait référence. Effectivement. Et excusez-moi, le média, comment For s'appelle-t-il? You Media Africa, For You Media Africa. un média panafricain. Média panafricain. Oui. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous entendez par panafricain dans votre acception? La défense des intérêts de l'Afrique. Parce que nous estimons qu'il faut un autre son de cloche que ce qu'on a l'habitude de nous montrer. L'habitude de montrer où Changer. d'après vous? Par les médias mainstream. Ah. Il faut changer de discours maintenant et il faut dire exactement ce qui est et ce qui se passe. Par Et les Africains, pour les Africains. Et c'est ce que vous faites dans votre média? Exactement ce qu'on fait. Sur Il le faut- plan culturel, les valeurs, la politique, la diplomatie, l'économie, on attaque tous les secteurs. Parce qu'il faut changer complètement le disque qu'on a eu durant toutes ces années. Très intéressant. Oui. Et donc, vous ici, vous êtes là en tant que média ou aussi en tant que participant plus politique? Les deux, parce que nous avons une grande délégation. Nous sommes constitués entre autres de médias, effectivement, mais aussi en tant que participants. Voilà, on a notre équipe de médias qui est là, oui, parce qu'il faut rappeler que pour moi particulièrement, je viens d'assister d'ailleurs au forum eurasien des femmes, où j'ai été invitée particulièrement pour, en tant que femme pour participer à ce forum. Donc, dans le cadre des BRICS, bien sûr, je viens sous la couverture du média et l'autre équipe, l'autre partie de l'équipe est là en tant qu'homme politique, participant, voilà, et c'est ça qui forme l'ensemble. Et ce forum féminin d'Eurasie, quels étaient les objectifs? Parce que vous voyez, par exemple, on n'a pas entendu parler. En tout cas en France, je veux dire. Alors, c'est important de donner cette valeur. C'est bien de le mentionner parce que... Oui, parce qu'on est là, parce que nous, on Oui. trouve que tout ça n'est pas assez couvert. Et nos Oui. concitoyens ne sont pas assez au courant de ce qui se au passe. courant de ce qui se Et passe. ce qui est génial, c'est que non seulement ici on peut couvrir le sommet des BRICS et les grandes décisions géopolitiques, Oui, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer énormément de gens très Oui. intéressants qu'on ne voit pas oui, et qui justement, en tout cas pour nous, oui. en France, sont très invisibilisés. Bon, à dessein. À Oui, bah, dessein. évidemment. Oui, bien sûr. À dessein. Donc là, on est un peu sans Oui. filtre et donc c'est très très intéressant. Et donc Oui. moi, vous voyez, pourtant je m'intéresse beaucoup. Oui. Et ben, j'ai raté ce forum, c'est bien dommage. Donc, Oui, c'était, on va dire quoi, c'est un forum qui a réuni toutes les femmes du monde, pas seulement de l'Afrique, parce qu'il y a eu, entre autres, peut-être pour commencer en amont, des personnalités africaines, bien sûr des femmes, vice-présidentes des pays, présidentes des sénats, assemblées, entre autres des ministres femmes dans les États de l'Afrique et le reste du monde.
d'autres femmes, des entrepreneurs, femmes de médias, entre autres. Du moins, toutes les couches ont été représentées. Et il s'agissait donc justement d'échanges sur ce que les femmes peuvent apporter aujourd'hui, parce que vous savez qu'on est dans une réelle transformation du monde. Et quel est le rôle que les femmes peuvent jouer justement dans ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, de découvrir aujourd'hui avec ce changement de curseur géopolitique? À quel niveau les femmes peuvent jouer un rôle? En fait, c'était ça. Et donc, il y a eu des échanges. Les femmes entrepreneurs ont échangé, les femmes politiques ont échangé sur le plan culturel. Elles ont échangé. Et puis après, il y a eu des résolutions, entre autres, qui ont été adoptées parmi celles-là. On va jeter un œil, peut-être faire un focus nous-mêmes après, parce qu'on vous recontactera pour ça, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Très, très intéressant. Et à mon avis, je sens que c'est une approche un peu différente justement du féminisme et de comment les femmes peuvent... Non, vraiment rien à voir avec le féminisme. Justement, au sens, pas féminisme comme on l'entend un peu de manière mainstream justement. Rien à voir. Une autre approche qui est utile à avoir. Rien à voir avec le féminisme. Alors, j'ai l'impression, que vous me corrigerez, que là, ce sommet des BRICS, il y a quand même une forme de mouvement des non-alignés, comme il y a eu à l'époque, et une expression très libre des représentants de différents pays africains qui revendiquent beaucoup, quand je discute là, ou quand ceux qui sont passés avant, le terme de souveraineté. J'ai l'impression que ça semble être le cœur, le souhait d'être respecté en tant que personne, en tant qu'État. État, oui. Ce qui ne semble pas être toujours le cas, on va dire. Et respecté justement dans la souveraineté, dans les choix souverains de tel ou tel État. Oui, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Donc, c'est vrai qu'il y a des termes, une fois de plus, qui ont été choisis par, je vais le dire comme ça, peut-être le bloc occidental, lorsqu'il n'est pas d'accord avec certains mouvements comme les non-alignés, entre autres, mais je ne dirais pas non-alignés, je dirais simplement des mouvements, des États qui ont compris qu'après plus de 50 années d'indépendance, entre guillemets, les partenaires classiques ne leur ont pas exactement donné ce qu'ils ont promis. Et lorsqu'on a un État souverain, on n'attend pas forcément de l'autre. Et lorsqu'on a un partenaire qui se dit partenaire, il faudrait qu'on voie effectivement que l'échange entre ce partenaire, ou alors la coopération entre ce partenaire est effectivement gagnant-gagnant. Et ce n'est pas ce qu'on a vu durant ces années, que ce soit sur le plan économique. Je ne vais pas revenir entre autres sur l'aspect franc CFA, par exemple, pour nous, les États d'Afrique subsaharienne. Votre collègue en a parlé, justement. Voilà, et on n'a pas notre monnaie, on n'a pas de souveraineté monétaire. Et vous voulez comment est-ce qu'on pourrait être considéré comme un État souverain? Sur le plan sécuritaire, on dépend de vous. Vous dites que vous êtes des partenaires, mais vous ne nous permettez pas, entre autres, d'avoir cette souveraineté sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, je vous permets tout, absolument. Sur le plan du développement, vous nous donnez pas, enfin, vous ne respectez pas vos engagements. Donc, lorsqu'on a de telles alternatives comme les BRICS, c'est normal que l'on saute sur l'occasion. Je crois que derrière nous, il y a Xi Jinping et Poutine qui font la photo. Tout à fait, oui. La photo et une conférence de presse. Et est-ce que vous trouvez dans les BRICS, dans les interactions entre les 9 États qui sont actuellement maintenant dans les BRICS et puis les 5 premiers, est-ce que vous trouvez ce respect de la souveraineté qui manquerait ailleurs? Bien sûr. Bien sûr, il y a ce respect de la souveraineté où je pense que c'est évident, ça se voit. Peut-être pour rester dans le cadre des BRICS, tout simplement, on voit qu'il y a par exemple un pays africain, l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui, à mon avis, ne semble pas trop se plaindre d'appartenir à ce groupe. On voit aussi le niveau de développement de ce pays, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais on voit un pays tel que l'Afrique du Sud, on voit les autres États qui font partie des autres blocs. La francophonie. Vous allez me parler de quoi? Autant mieux faire partie d'un ensemble tel que les BRICS
pour pouvoir bénéficier et espérer une sorte de développement et d'avoir des partenaires en face qui sont concrets dans ce qu'ils vous promettent. Il y a quelques jours, ou peut-être 2 semaines, le Nigeria est un peu une surprise, une déflagration, qui est le plus important producteur de pétrole en Afrique, a annoncé que lui aussi prenait un grand pas en avant vers son indépendance, souveraineté complète, en décidant de faire comme l'Arabie Saoudite et de vendre son pétrole dans sa monnaie nationale. Ça fait partie de ce genre de processus. Ça fait partie de ce processus. Aujourd'hui, personne ne veut rester... on voit tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il n'y a que ces puissances aujourd'hui occidentales qui ne voient pas ou alors qui n'acceptent pas qu'aujourd'hui le curseur est en train de se déplacer. Vous voyez, c'est un peu comme un roi qui est dans son château délabré mais qui ne se rend pas compte en fait que son château est en train d'être délabré. Alors les autres voient, et on parle du processus par exemple de dédollarisation, on ne peut pas rester tout le temps dépendant d'un certain système, d'un capitalisme qui vous impose une certaine façon de faire. À un moment donné, il faudrait penser à soi. On l'a fait durant des années. Mais maintenant, une décision telle que le Nigeria aujourd'hui, qui va en bénéficier, si ce n'est du moins en majorité, si ce n'est le Nigeria, et c'est normal. Alors je suis obligé de vous poser la question, parce que justement on a derrière nous Vladimir Poutine qui parle dans cette réunion des chefs d'État, dont on nous montre des images de temps en temps, mais on ne sait pas encore vraiment qu'est-ce qu'il Ils nous font les images pour la photo, voilà. On voit M. Xi Jinping, le président chinois. Est-ce que vous dénoncez l'impérialisme qu'il y a eu avant, le néocolonialisme qui a continué, qui fait que il y a un manque de confiance avec l'Occident, en particulier les anciens pays colonisateurs. Est-ce que vous ne craignez pas une forme de néocolonialisme nouvelle, de puissance quand même assez colossale que sont la Chine, la Russie, l'Inde? Non, là c'est encore un discours fabriqué. Nous sommes dans pose un la monde... question. Oui, non, je ne parle pas de vous. En fait, nous sommes dans un monde où aujourd'hui on est obligé de s'aligner dans un multilatéralisme. Alors, ce discours dans lequel on veut nous faire croire que parce qu'on a choisi peut-être un partenaire tel que la Russie, on est en train de quitter un colon pour un autre, ça nous ne l'acceptons pas. La Russie est un partenaire comme tous les autres, et avec la Russie, on a vu effectivement qu'on est considéré comme un État souverain et on est respecté, tout simplement. Alors, on ne craint pas de quitter d'un... J'aime bien prendre par exemple, l'exemple sur la République centrafricaine. C'est quoi le colonisateur? La République centrafricaine est un pays qui est resté longtemps dans une certaine forme d'insécurité. Il y a eu des guerres, le pays est resté entre les mains des groupes armés pendant des années. Oui. Mais seulement pendant ce temps, il y avait des forces étrangères quand même en Centrafrique, la force française, la MINUSCA, entre autres. Ces forces n'ont jamais pu mettre fin à l'insécurité en République centrafricaine, mais elles étaient présentes. C'est ça le colonisateur. C'est-à-dire que je suis là, mais je ne vous permets pas d'avoir votre autonomie. La Russie est arrivée en moins de 6 mois. La Russie a éradiqué l'insécurité et la Russie a permis à ce que la République, l'État centrafricain puisse contrôler, au moins rendu à ce jour, 97% de son territoire. C'est ça le partenaire. Et cette sécurité se maintient pour le moment? Bien sûr. Bien sûr, parce que nous parlons des faits. Nous ne parlons pas de ce que les médias veulent, de ce que les médias nous ont longtemps dit, ou nous ont longtemps montré. Nous parlons des faits parce que nous sommes allés nous-mêmes en République centrafricaine. Nous avons parcouru le territoire centrafricain et ce sont des faits, c'est réel. Maintenant, le pays, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut se reconstruire parce que le pays a été détruit, bien sûr, par des guerres. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le partenaire vous permet effectivement d'être indépendant. Et c'est ce que la Russie fait. Bien, merci Madame pour ce témoignage. C'est important d'avoir cette parole d'Afrique.
cette Ouais. parole des différents pays représentés en Afrique, et encore une fois sans filtre et sans édulcoration pour que nos auditeurs en France entendent aussi parfois ce qui peut être désagréable, mais en même temps beaucoup sont d'accord avec vous, sachez-le. Ah, tant mieux. Parce que bon, tout le monde n'est pas ex-colonisateur, donc la plupart Tant des mieux. Français sont des citoyens qui travaillent Oui, bien et sûr. n'aiment pas trop les choses qui sont faites à leur nom, mais en tout cas, c'est pour ceux qui n'auraient pas cette conscience, c'est intéressant d'avoir cette vision. Et si vous voulez bien, on vous recontactera peut-être pendant ces Il y a 2-3 pas de journées souci, nous et sommes peut-être après, y compris même si on est loin, à distance, en visio. Oui, bien sûr. Mais c'est très Bien sûr. très intéressant. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Y a on va pas de souci. on va lancer une émission qui s'appelle Les femmes en politique. Oh, ça Et- c'est très intéressant. Voilà. Et ce sera, on invitera donc des femmes différentes, Ah ouais, de- c'est intéressant. d'obédiences politiques différentes, de Ok. pays différents, Ok. avec une laisser parler, une D'accord. émission un peu longue D'accord. où on parle de soi, comment on y est arrivé. Ok. Et ça serait vraiment très intéressant Ah, d'avoir mais votre c'est super. expérience. Ce serait bien. Ce serait bien. Et ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Merci, moi madame. qui vous remercie. Merci. C'est Ok. la rencontre exceptionnelle Merci. qu'on a ici. Et maintenant, on va rendre l'antenne parce qu'on a les Xi Jinping, Vladimir Poutine, Dilma Rousseff, le C'est président bon? sud-africain qui est arrivé Ok. pendant qu'on parlait. Voilà, il rentre plus profondément dans les discussions. Alors même si vous avez vu, c'est très, très intéressant ce qu'on a appris tout au début avec Olivier Mbwebwe, qui est coordinateur du corps diplomatique ici, c'est que en fait ça fait des mois, et spécifiquement depuis le 16 octobre, que 1300 points ont été négociés. Et donc en fait, là on est un petit peu dans le spectacle, c'est normal, hein. C'est pas en 3 jours que les choses se décident. Alors peut-être qu'il y a 2-3 très grosses décisions auxquelles ils vont trancher dans les jours qui viennent, mais 1300 points ont déjà été tranchés et dont nous serons informés au fur et à mesure. On revient vers vous dès qu'on en a plus et bien j'espère que ces rencontres que nous faisons vous plaisent, vous intéressent, vous ouvrent à ce monde en mutation parce que c'est ça qui se passe ici au sommet des BRICS, un monde en mutation. Je me permets, avant de rendre l'antenne, encore une fois de remercier tous ceux qui nous ont aidés pour rendre ça possible. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci énormément pour vos dons. On a déjà le petit cadeau pour ceux qui ont fait un don de 50 €. Et bien sûr, on organisera cette réunion pour ceux qui ont fait un don de 100 €. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas fait encore, vous pouvez toujours le faire. On n'est pas arrivé à 100% de nos besoins. Et puis en plus, ça servira pour d'autres activités de notre média. En tout cas, merci à vous. À très très bientôt. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker si vous ne l'avez pas encore fait et d'en discuter autour de vous. Il se passe des choses extrêmement importantes.